qui me semble important, effectivement, que nous sommes réunis dans l'espace de réflexion éthique du groupe de l'hôpital de Rodez de Sainte-Marie, pour parler du sens du travail, et j'ajouterais du sens du travail en psychiatrie. Et c'est vrai que j'étais très honoré de pouvoir parler avec le professeur, après le professeur Guiez, après juges et avocats. Je pense que c'est vraiment très important de pouvoir justement échanger. Alors, quelle légitimité j'ai pour être là aujourd'hui? Ben, la légitimité, comme ça a été dit, d'avoir exercé ce métier de psychiatre depuis plus de 30 ans. Métier de psychiatre que je continue à trouver absolument extraordinaire. C'est pour ça que je suis là encore. Alors, ce métier avec une spécificité, cela vous l'a été dit, c'est d'avoir travaillé comme praticien dans les armées, donc bien sûr essentiellement à l'hôpital, et donc plus de 20 ans à l'hôpital du Val-de-Grâce, mais aussi sur les théâtres d'opérations extérieures, comme ça a été dit également, dans les situations de catastrophe. J'ai envie de dire, donc en intra et en extra-hospitalier, durant ces longues années. La question également d'avoir enseigné la psychiatrie, notamment dans ce que sont ses spécificités dans l'exercice en milieu militaire, ou justement également dans ces situations qui sont ces situations extraordinaires. C'est de cette place que je vais vous parler, mais également de cette place de conseiller médical dans laquelle je suis actuellement, donc au sein de l'association hospitalière Sainte-Marie, particulièrement attentif justement au fonctionnement de ce groupe et à ce que l'on puisse créer au niveau de ce groupe une vraie dynamique d'attractivité. Alors la place et le sens du travail en psychiatrie et en milieu militaire peut-être interroger certains et apparaître assez éloigné d'une pratique de secteur qui nous est plus habituelle. Il me semble cependant important de souligner que les armées, comme l'association hospitalière Sainte-Marie, l'une comme l'autre, assurent des missions de service public. Et c'est vrai que quand on interroge le sens du travail, notamment du travail soignant, cette notion de service public, ce positionnement donc au service du public, de nos concitoyens, me semble tout à fait important à prendre en compte. C'est un élément important, cela me semble avoir du sens. Alors, quelles attentes avaient les organisateurs de cette journée lorsque on m'a sollicité, que cette thématique s'est imposée? Je vais interroger Nathalie Hortalomagné sur la manière dont elle pensait que je pouvais m'y inscrire. Elle m'a dit deux choses que j'ai notées. Elle m'a dit: votre intervention sera une façon pour les personnels de la HSM de mieux vous connaître. Voilà. Et puis, j'aime bien lorsqu'on me raconte des histoires, m'a-t-elle dit, et vous en avez certainement à nous raconter. Donc, je vais essayer de ne pas vous raconter d'histoire, mais simplement de revenir avec vous sur mon expérience professionnelle, agrémentée d'histoires personnelles, qui me semble avoir comme sens ici que d'illustrer un certain nombre d'interrogations éthiques. Ces interrogations qui sont venues donner du sens à mon parcours professionnel. Et je voudrais dire que ce que j'ai entendu de ce que vous disiez, M. Guest, ce matin, m'a beaucoup parlé, et je pense que là où vous avez, au-delà de théoriser, enfin en tout cas formaliser un certain nombre de concepts et de positions, sont des choses, à mon avis, qui seront, je pense, pour l'ensemble d'entre vous, des clés de lecture, enfin, sur ce que je vais dire. Ce que je vais dire qui n'est pas dans le registre de la théorie, mais qui est le registre d'un vécu personnel, et comment ça s'articule justement à ce que vous avez pu formuler tout à l'heure. Donc je trouve qu'il y a une vraie logique de continuité. Voilà, donc je trouve ça très, très intéressant. Voilà, donc 30 ans d'exercice dans les armées, donc plus de 20 ans à l'hôpital du Val-de-Grâce. Alors, je pense avoir eu beaucoup de chance d'exercer dans un tel lieu historique. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un lieu qui a été à l'initiative d'Anne d'Autriche,
qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui avait dit que si elle avait un enfant, et ce qui a été le cas avec l'arrivée de Louis XIV, elle créerait un monastère. Et ce monastère, ce lieu de prière, a été confisqué durant la Révolution pour en faire un lieu de soins pour les soldats de la Nouvelle République, de la jeune République. Et donc après est devenu non seulement un hôpital militaire, mais un lieu d'enseignement. Et donc c'est un lieu qui est très particulier parce que pour les médecins militaires dont je suis, c'est un peu le cœur du service. C'est vrai que pour un professionnel, arriver à cet endroit-là, c'est un côté impressionnant. Personnellement, c'est pas quelque chose, c'était pas un objectif que je m'étais donné dans ma vie. Mais il se trouve que les circonstances, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, ont amené à ce que j'y arrive. Et c'est pour ça que je dis que j'ai eu beaucoup de sens. De chance et de sens. Voilà. C'est un lieu qui a vu passer beaucoup de grands médecins militaires. Et c'est vrai que je veux dire ça aussi, c'est impressionnant de prendre la suite d'une lignée comme ça. Et c'est aussi une façon de trouver du sens dans ce qu'on peut faire. Alors au-delà de ces grands médecins militaires, il y avait aussi d'autres personnes qui ont hanté le Val-de-Grâce, et notamment durant la guerre de 14-18. Il faut savoir que André Breton, il a fait son service militaire. Il y a rencontré également Louis Aragon, Georges Soupeau, qui eux-mêmes œuvraient durant la guerre de 14, ont été au contact des gens traumatisés et qui, là aussi, ont eu une réflexion sur la question de la folie, et la question de la folie comme facteur de créativité. Et c'est au Val-de-Grâce, dans ces situations très, très, très difficiles, qu'ils ont commencé à mettre les bases du surréalisme. Et je trouve que c'est anecdotique, hein, mais c'est quand même pas rien d'avoir le sentiment d'être dans un lieu comme ça. Un lieu où Jacques Lacan a fait son service militaire, une partie de son service militaire, et donc voilà. Et puis Henri Laborie, vous savez qu'Henri Laborie, qui a, j'allais dire, inventé les neuroleptiques, hein, la chlorpromazine, c'est Henri Laborie, et le premier lieu où a été testée la chlorpromazine chez des malades psychiatriques, c'est à l'hôpital du Val-de-Grâce. Et avant que les maîtres de Sainte-Anne, qui étaient Delay et Desniquaires, et qui venaient assister aux présentations d'Henri Laborie, ne récupèrent, ne prennent ces médicaments, le Largactil en l'occurrence, pour justement initier les études nécessaires à voir l'impact que ça avait sur les patients qui étaient atteints de pathologies psychiatriques. Donc tout ça pour vous dire que c'est un lieu qui est un lieu assez extraordinaire, et que je pense que le fait d'avoir pu exercer dans ce lieu qui reste habité de tout ça, est quelque chose d'important quand on cherche du sens, ou quand à un moment donné on perd du sens peut-être. Voilà. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que quand je suis venu ici, à Sainte-Marie de Rodez, moi je n'ai pas été insensible non plus à ce lieu. Ce lieu de Questionne, qui a aussi son histoire, et qui a une histoire qui est une belle histoire, une histoire certes de souffrance psychique, mais aussi une histoire de vie. C'est un lieu où, que je sache, les patients malades psychiatriques durant la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas morts, parce qu'il y avait tout un ensemble d'éléments de prise en charge et de possibilités pour se nourrir, ce qui n'a pas été le cas partout. Donc je pense que c'est important, et que ici, comme la HSM, il y a une histoire qui mérite d'être rappelée. On en parlait d'ailleurs avec la directrice ici, de l'opportunité, alors là on parlait pour des posters par exemple, mais enfin de rappeler finalement cette histoire, parce que l'inscription dans une continuité semble quelque chose d'important. À une époque où effectivement le sens du travail et reconnaissance financière semblent aller de pair, Sainte-Marie a été créée dans un but non lucratif, on va dire, et beaucoup de personnes ont donné beaucoup d'eux-mêmes
je veux dire en tout cas que l'activité de soins a donné du sens à leur vie. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand on évoque cette question du sens. Alors, aujourd'hui, la question de la perte du sens du travail, comme on l'a déjà dit, mais je le répète, finalement, c'est un sujet d'actualité, un sujet brûlant. Une question qui va au-delà de notre microcosme soignant, qui est une dimension sociétale, ça a été évoqué ce matin, avec la question du financement des retraites. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est vrai qu'il peut... Je pense que vous nous avez offert des clés de lecture par rapport à ça, là où ça pourrait finalement, et surtout quand on est dans un travail agi par la passion d'une certaine façon, trouver compliqué qu'effectivement le fait de repousser un petit peu le temps de départ à la retraite soit quelque chose qui suscite autant de mouvements. La question de la Covid également, on sait combien ça a changé nos façons de travailler, d'aborder le travail également. Donc ça, c'est encore des choses qui sont d'actualité. J'entendais une jeune femme à la radio avant-hier. Elle disait c'était à propos du travail, là justement, elle disait la chose suivante, c'est qu'elle venait de finir ses études et qu'elle ne concevait pas de chercher un emploi en CDI. L'idée d'être liée à une contrainte comme ça qui limitait sa liberté était quelque chose qu'elle n'acceptait pas et qu'elle accepterait peut-être quand elle aurait besoin d'acheter une maison ou de faire des enfants. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est un peu nouveau, ça, cette histoire-là quand même, parce que, je veux dire, on était quand même très contents, intéressés, mais eux-mêmes, quand nos enfants qui venaient de finir des études arrivaient à décrocher un CDI. Et donc on voit qu'il y a quelque chose là qui est... Voilà. Alors en plus, cette question du travail prête à des positionnements, des interventions politiques qui sont un peu surprenantes, déconstructrices, quand on pense au travail comme une valeur conservatrice, on va dire ça comme ça. C'est vrai que les marxistes, on a vu immédiatement, ils se retournaient un peu dans leur tombe quand même, autour de ces questions-là. Et alors en plus, quand on dit que ça contribue au réchauffement de la planète que de travailler, c'est vrai que là, on touche quand même beaucoup de questions tout à fait intéressantes. L'autre jour, au congrès de la FEAP, il y a M. Louis Gallois qui a pris la parole. Louis Gallois, qui est quand même quelqu'un qui a dirigé, enfin qui est un haut fonctionnaire et qui a dirigé un certain nombre de grandes entreprises, comme ADS, Peugeot, enfin j'en passe, et qui soulignait quand même que l'enjeu, c'était quand même cette question de réintroduire, de trouver les moyens de réintroduire la valeur travail, là où il avait le sentiment qu'elle se délitait. Moi, il me semble un peu baroque quand même, il ne me semble pas totalement baroque, pardon, de souhaiter apporter sa part au bon fonctionnement de la société en même temps que se réaliser par son travail. Enfin, c'est pas quelque chose qui me semble complètement has-been, mais visiblement, c'est sans doute pas l'avis de tout le monde. Il me semble que ça pose quand même la question du rapport aujourd'hui des humains que nous sommes à la société et à la place qu'on accorde au travail dans une société qu'on voudrait pourtant inclusive. Donc ça, c'est une question qui me semble importante et qui montre que c'est une question vraiment d'actualité. Pourquoi également ça prend du sens comme ça en psychiatrie, là où on pourrait voir un paradoxe finalement, c'est-à-dire jamais la question de la santé mentale, la question... oui, cette question de la santé mentale, du bien-être psychique n'a été valorisée, n'a été interrogée, et en même temps une difficulté des jeunes psychiatres, notamment, ou des jeunes infirmiers, tous ces personnels qui se destinent aux soins, cette difficulté à s'engager dans cette voie.
ça peut apparaître paradoxal. On a vu que c'était pas si paradoxal que ça, enfin qu'il y avait en tout cas façon de comprendre tout ça, mais c'est intéressant. Et cette difficulté, finalement, pour s'engager, comment concevoir d'aller vers une spécialité qui travaille à l'inclusion sociale des personnes, quand soi-même on cherche à se distancier d'une organisation sociale. Voilà, donc c'est tout un ensemble de questions qui touchent le monde de la psychiatrie, avec dans le domaine des médecins, une crise, mais des infirmiers, des paramédicaux, j'ai dire au sens large, ce qu'on appelle une crise des vocations, une crise d'attractivité. Alors je dirais un mot là, parce que l'autre jour au congrès de l'encéphale a été exposé par une association des associations de jeunes psychiatres les résultats d'une étude qui justement s'interrogeait de savoir pourquoi cette profession était un peu délaissée. Voilà. Sans doute qu'il y a des aspects contraignants. On a entendu ce matin dans la salle combien la contrainte du lien humain et du lien en psychiatrie et cette continuité, cette nécessaire continuité, quelque chose comme ça pouvait être contraignante, voire fatigante. J'ai vu il y a 2 jours qu'il y avait justement le syndicat des psychiatres qui lançait une enquête sur les éléments de pénibilité. C'est pas de lassitude, c'est de pénibilité. Voilà. C'est vrai qu'on rencontre une difficulté pour assurer, par exemple, la continuité des soins, et notamment la question des gardes. C'est une question qui est une question compliquée. Alors c'est une question que le ministre interroge de la façon suivante. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, dans une société comme la société française, dont sortent quand même un nombre important de professionnels de santé, mais ma foi, le citoyen lambda puisse plus trouver un médecin généraliste ou un psychiatre dans les moments difficiles. Voilà. Donc cette continuité des soins, cette difficulté, les autorités publiques en prennent conscience d'une certaine façon. Alors, des fois avec des choses qui peuvent apparaître un peu surprenantes, mais quand effectivement le délégué pour la santé mentale et la psychiatrie nous disent que effectivement reconnaissent une gouvernance trop administrative, une société qui en rajoute, c'est vrai que voilà. Et on le voit bien au niveau du ministère de la Santé, qu'il y a quand même des contraintes comme ça qui sont... On essaye de prendre en compte ça. La question également sur les aspects de la loi, des lois sur l'isolement de contention, etc. Enfin, les textes en tout cas, et qui, on en parlait tout à l'heure, suscitent quand même beaucoup de réactions avec... je crois que c'est le Dr Kevitz qui en parlait à l'encéphale, avec des postures qui sont des postures très diverses, avec certains qui démontrent comment c'est intenable et comment c'est insupportable, ça, et puis d'autres, dont Sainte-Marie, qui a été quand même montrée comme des établissements qui prennent en compte ça et qui diminuent leur taux d'hospitalisation sous contrainte, leur taux d'isolement, de contention. Et on a une volonté institutionnelle, j'allais dire, d'aller dans ce sens-là, même si, comme il l'était dit tout à l'heure, après se posera la question de la limite, parce que vous nous avez donné un exemple comment dire, de l'usage dont peuvent avoir besoin certains patients, et qu'ils le reconnaissent eux-mêmes finalement, et vous nous avez dit, alors c'était finalement relativement rare qu'à posteriori, ce soit quelque chose qui soit mis en avant comme insupportable. Donc c'est tout à fait important. Voilà. Alors, je reviens sur la question des jeunes psychiatres là, et de cette étude qui cherchait à voir pourquoi il y avait une difficulté à s'investir, et en tout cas, peut-être en voyant les choses autrement, qu'est-ce qu'ils attendaient? Et ce qu'ils attendaient, c'est très étonnant, c'est plus de formation, plus d'enseignement, plus de tutorat,
un compagnonnage réaffirmé, et voilà. Un savoir-faire avec les patients, c'est toute la question des psychothérapies aussi, la façon d'aborder les patients, la façon de traiter, pas uniquement avec des médicaments. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et également une chose, c'est que la grande majorité des jeunes psychiatres, au sortir de leurs études, c'est pas le privé qui les intéresse, c'est au contraire, c'est pas l'activité libérale, c'est en tout cas une activité collective, et nos établissements proposent quand même des modes d'exercice qui sont quand même extrêmement sollicités par les jeunes psychiatres. Donc ça nous donne aussi l'idée qu'on a des choses à faire et qu'il est important là aussi de s'y intéresser. Il y a une question aussi qui m'est apparue intéressante, c'est la question de la stigmatisation. Alors, on dit toujours, dans le travail qu'on fait en psychiatrie, on travaille à la déstigmatisation du patient psychiatrique. Enfin, ça fait partie vraiment, voilà. Alors là, ce qui est très intéressant aussi de voir, c'est que les professionnels de santé, eux-mêmes, ont le sentiment d'une certaine stigmatisation. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'important, moi, que j'ai un peu découvert comme ça, parce que moi, j'ai jamais eu le sentiment d'être psychiatre, on était stigmatisé, mais j'en dirai un petit mot tout à l'heure quand même, c'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, comme si finalement, la psychiatrie, l'exercice de la psychiatrie n'offrait pas, encore une fois, une chose que vous soulignez tout à l'heure, la reconnaissance sociale dont on était en mesure enfin, en droit, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, d'espérer quelque chose. Avec une spécialité dont les praticiens ont l'idée qu'elle est, enfin les praticiens ou les détracteurs, ou ceux qui regardent les psychiatres avec un œil qui n'est pas un œil de séduction, comme si finalement c'était pas vraiment une discipline médicale, comme si c'était une discipline qui était prise par défaut. Alors, vous savez qu'avant, voilà, je ne voudrais pas être opaciste, mais il y avait un internat spécifique pour les psychiatres, de la même façon qu'il y avait une formation spécifique pour les infirmiers. Maintenant, on choisit psychiatrie en fonction de son classement, dans la liste, l'examen classant validant, et effectivement, les façons dont on va choisir cette spécialité plus qu'une autre, ça pose quand même question, me semble-t-il, s'agissant de notre spécialité. Et donc cette question de la stigmatisation, j'allais dire, on est loin d'une position qui serait une position victimaire. Et encore une fois, ce que vous nous avez dit ce matin me semble très important. À partir du moment où on est dans cette dynamique-là, il est quand même déjà très difficile de soigner des patients et donc d'y trouver du plaisir à partir du moment... voilà. Donc c'est quelque chose qui me semble tout à fait importante et opportune de discuter de ces choses-là. Alors, la science semble un moyen... on a vu que depuis un certain nombre d'années, la façon de faire de la psychiatrie et la façon d'enseigner la psychiatrie avait beaucoup évolué, et que la science pouvait sembler comme une façon de sortir la psychiatrie de cette place d'exception qu'on avait au sein des disciplines médicales, comme si finalement la science était un moyen de donner une certaine respectabilité aux psychiatres. Et moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant en médecine, du professeur qui venait nous faire l'enseignement et qui nous disait je pense que j'aurais accompli ma mission quand les psychiatres auront acquis la respectabilité des chirurgiens. Et j'avais trouvé ça absolument extraordinaire quand même que vis-à-vis des étudiants, ils soient dans cette dynamique-là. Voilà. Et cette question du recours à la science
m'amène à interroger aussi quelque chose, c'est-à-dire, est-ce que finalement, c'est pas aussi le moyen de se dégager du rapport au malade? Un rapport au malade dont je disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de contraignant, qu'il y avait quelque chose de lourd, qu'il y avait quelque chose de difficile à assumer, pour finalement en rester à ce qui serait la maladie et qui permettrait justement d'éliminer tout ce domaine de la subjectivité qui quand même est un point important dans le registre de la psychiatrie. Je crois que si on n'entre pas en psychiatrie comme on entrerait dans les ordres, hein, comme on entrerait en religion, voilà, il n'en reste pas moins que la rencontre avec cette spécialité se fait sans doute pas exactement comme les autres spécialités médicales ou chirurgicales, et que le mode d'approche est différent. Et il me semble que ce qui pourrait apparaître comme une volonté de s'aligner sur les autres spécialités plus spécifiques, plus scientifiques, pardon, est un élément qui, à mon avis, est à prendre en compte dans cette notion de perte de sens. Et donc de source de mal-être, puisqu'il y a quand même un mal-être. Voilà. Donc c'est un peu le paradoxe de cette déstigmatisation souhaitée avec cet appel à la science dans une dimension qui amènerait à oublier le patient. Je me rappelle d'un de mes internes, quand il est arrivé, qui m'a dit, alors, dans le cadre militaire, même si on passe nos DES comme dans le civil, on a aussi une double pratique, c'est-à-dire que on nous demande d'abord d'être médecin généraliste, un peu comme avant, d'être omnipraticien, parce qu'effectivement, quand on est sur les terrains d'opération, c'est quand même important d'avoir une compétence un peu ouverte, avant de faire une spécialité. Et donc ce garçon, ça s'appelle l'assistanat chez nous, et ce garçon était arrivé en me disant, il avait passé l'assistanat de psychiatrie, réussi l'assistanat de psychiatrie, et il m'a dit, moi je viens pour faire neurosciences. Et il était accompagné, il y avait un de mes anciens camarades qui était responsable de l'école d'où il venait et qui l'avait recommandé de venir me voir pour me dire ça. Je lui ai dit, mais tu as choisi quoi? Tu avais choisi psychiatrie, donc tu vas faire psychiatrie. Et ça ne t'empêchera pas de faire des formations en neurosciences. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est un garçon, je crois que de tous mes étudiants, c'est le plus fin clinicien et celui qui aime le plus la clinique, j'allais dire, ce qui ne l'a pas empêché de faire un doctorat en sciences, mais qui est un clinicien hors pair, et quelqu'un qui, quand il rend compte de ses gardes aux jeunes maintenant, parce que maintenant il est spécialiste, mais je vais dire, suscite une attention qui est une attention majeure. Donc cette question-là de l'oubli de cet aspect relationnel qui fait nos spécialités, je pense qu'il faut pas l'oublier, et que je crois que c'est quelque chose d'important pour lutter contre éventuellement notre mal-être et la perte de sens. Cela m'amène donc à parcourir mon propre parcours pour essayer de saisir ce que on avait convenu un petit peu, c'est-à-dire que finalement je parle un peu de moi, de comprendre un peu finalement comment cet attrait pour cette spécialité, ce plaisir dans lequel je me trouvais encore aujourd'hui, ce qui m'a permis peut-être de tenir dans certains moments qui étaient plus difficiles, comment les choses se sont organisées, quels sont les points qui ont été des moments majeurs et qui font que je sois là aujourd'hui. Avec toujours le même entrain, je vous prie vraiment de me croire là-dessus. Alors comment mon parcours s'est fait? C'est toujours un peu difficile de parler de soi, et puis encore une fois, j'ai aucune envie,
je ne prétends nullement à l'exemplarité, bien entendu. Je veux simplement dire ce qui s'est passé pour moi. Et cela n'est sans doute pas sans intérêt pour comprendre un peu comment, quand on s'engage dans une aventure. J'avais un de mes maîtres qui, quand j'ai décidé de faire la psychiatrie, m'avait dit « Tu verras, c'est la plus belle aventure qui puisse exister ». Et c'est vrai que c'est des mots qui marquent, et c'est des mots qui moi, m'ont beaucoup soutenu. Alors, j'ai fait médecine dans le cadre du service de santé des armées, donc dans le milieu militaire, et c'est vrai que militaire, c'est un drôle de métier quand même, surtout quand on veut faire médecine. Alors là, pour le coup, c'est sans doute pas un métier qui se fait par intérêt financier ou souhait d'une vie paisible. Dans les armées, je veux dire, on ne souscrit pas un emploi, on ne prend pas un emploi, on s'engage. Et après, on devient d'active. Je veux dire, c'est des mots qui me semblent un peu des mots forts. Les armées, c'est une micro-société finalement, mais qui est très inclusive, on dirait aujourd'hui, et qui a un certain savoir-faire par rapport à ça. Quand vous voyez les publicités, ça vend du rêve, ça vend du sens. Après, la réalité, c'est qu'au contact entre le rêve et la réalité, il y a souvent une différence, et que tout le monde ne trouve pas là-dedans matière à. Moi, je devais faire médecine. Bon, je dois dire que c'était pas l'enthousiasme de mes parents, ils étaient enseignants. et voilà. À l'époque, c'était un peu avant la période Tanguy, on avait un peu envie de partir rapidement de la maison quand même et de se débrouiller. Et puis, mais il y avait l'obstacle de cette première année de médecine et l'idée de faire dans quelque chose qui était encadré. Sans doute était une des raisons qui m'ont amené à m'orienter vers les armées. Et j'ai intégré ce corps de l'État, donc sans savoir vraiment à quoi ça me mènerait. Mais je dois dire que je ne l'ai pas intégré sans enthousiasme. Alors, je vais vous illustrer ça. Alors, je sais que ça va avoir un effet particulier, mais quand on arrivait à l'école du service de santé des armées, on était pris en main, bien entendu, par des anciens. Ça s'appelait du bizutage à l'époque. Mais une des premières choses alors, c'était pas l'encadrement, c'était les pairs des années supérieures, d'une certaine façon. Et la première chose qu'ils nous faisaient, c'est de nous présenter à l'entrée de l'école une grande plaque en marbre. Vous savez, les militaires, il y a souvent des plaques ou des commémorations. Voilà. Et il y avait une plaque. Et la plaque, elle indiquait, et on nous la faisait apprendre par cœur, « Allez où la patrie et l'humanité vous appellent, soyez-y toujours prêts à servir l'une et l'autre, et s'il faut, imitez ceux de vos compagnons qui, au même poste que vous, sont morts, victimes de ce dévouement intrépide et magnanime, qui est le véritable acte de foi des hommes de notre État. » C'est une phrase du baron Percy, qui était chirurgien en chef de la Grande Armée, et qui disait ça à ses personnels. Alors ça paraît un peu décalé dans le temps aujourd'hui, mais allez où la patrie et l'humanité vous appellent. C'est quand même fort, d'une certaine façon. Hein. En tout cas, moi, j'y ai vu quelque chose comme une incitation à l'aventure, finalement. C'est comme ça que... et mon parcours a été balisé, justement, par ce plaisir de la découverte, ce plaisir de l'aventure. Et là où j'avais intégré le service de santé pour passer mon concours de première année, ben, j'ai fait une carrière complète et avec beaucoup de plaisir, et voilà. Et cette question de l'aventure, cette question de la découverte, là aussi c'est quelque chose qui pour moi était très important. Et dans mon parcours de professeur, j'ai toujours été très attentif à ce que les étudiants prennent un peu leur temps, et le temps de la découverte et le temps de se laisser surprendre d'une certaine façon. Je trouve qu'il n'y a rien de pire
que d'attaquer médecine quand on a 18 ans et d'être déjà, de vouloir être neurochirurgien alors qu'on n'a encore pas... j'ai rien contre les neurochirurgiens, d'ailleurs, j'aurais pu dire ophtalmologiste ou épidémiologiste, j'en sais rien, mais de quelque chose qui est pas... qui serait déjà tout tracé. Un parcours, et vous, encore une fois, vous nous l'avez démontré ce matin, c'est fait aussi de parcelles de sens qui viennent s'agréger pour donner... voilà. Et que ce sens de la découverte, ce sens aussi, vous l'avez souligné, du groupe, est quelque chose qui est important, et particulièrement important dans les armées. Vous savez, après les attentats de novembre 2015, les SAMU sont venus se former à l'école du Val-de-Grâce. Ils sont venus se former, non pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, je vais dire, techniques, mais parce qu'effectivement, il y a un savoir-faire collectif qui est un savoir-faire qui est une espèce d'effet de soutien mutuel qui est absolument indispensable dans les situations de guerre, de catastrophe, etc., et qui est quelque chose qui a une spécificité, me semble-t-il, et qui est extrêmement porteur de sens. Donc voilà un peu ce qui fait que je suis rentré dans les armées. Après, qu'est-ce qui fait que j'ai fait de la psychiatrie? Alors, il y a quelques années, voilà, il y avait un laboratoire qui avait fait un livre et qui avait demandé aux grands psychiatres français pourquoi ils avaient fait psychiatrie. Et donc, chacun avait 2 pages doubles pour expliquer ça. Et puis, il y en a un qui a pris une seule page. Et une seule page où il y avait 4-5 mots. En l'occurrence, c'était le professeur Michel Reynaud, qui était à Clermont-Ferrand, et qui avait écrit la chose suivante: j'ai fait médecine pour faire plaisir à maman, et j'ai fait psychiatrie parce qu'on ne peut pas toujours faire plaisir à maman. Et je trouve que ce clin d'œil me semble très intéressant. Pourquoi? Parce que finalement, il pose la question des facteurs intimes qui décident d'une orientation. Il y a des choses dont on n'a pas forcément conscience. J'ai essayé de vous dire, voilà, je suis rentré dans les armées avec l'idée de passer ma première année. Bon, peut-être que derrière tout ça, j'avais besoin d'un cadre qui permettait d'avoir un espace de liberté pour pouvoir créer, ou en tout cas faire quelque chose. Voilà, donc cette question des facteurs intimes. Et puis la deuxième question, c'est la question aussi de la stigmatisation finalement. Donc on voit que cette question de l'image est quand même une question qui n'est pas d'aujourd'hui. Et ce qui est un peu étonnant finalement, c'est qu'elle prend une dimension comme ça aujourd'hui qui est un peu... enfin, en tout cas moi qui m'interroge. Donc ces ressorts intimes qui font qu'on choisit une spécialité comme ça, c'est important. Moi, je me rappelle très très bien le jour où j'ai décidé que je serais psychiatre. Je m'en rappelle vraiment très précisément. C'était lors d'un repas d'interne avec... J'étais en stage de psychiatrie à ce moment-là, et c'était un repas où il y avait tous les internes de toutes les spécialités, et je me suis retrouvé à côté du patron de la chaire de psychiatrie. Et puis bon, voilà, dans le repas, on boit un coup, on discute, on chante. À l'époque, on pouvait chanter des chansons paillardes, etc. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, il me dit, mais toi, tu veux faire quoi? Moi, je dis, j'en sais rien, etc. Puis il me dit, t'es où là en ce moment? Je dis, je suis en psychiatrie, là, et puis ça se passe comment? Je dis, bien. Puis à un moment donné, alors ça passait très bien parce qu'effectivement, j'étais tombé sur un chef de service qui était... où je voyais des malades, et après il débriefait avec moi systématiquement. Et je trouvais que ça... Et j'ai toujours fait comme ça. C'est-à-dire, là où j'avais mes étudiants qui voulaient assister à mes consultations, voilà, j'étais pas très partant pour ça. Par contre, je choisissais les patients que je leur demandais de voir et de suivre, mais ils ne voyaient pas un patient sans après venir me rendre compte de ce qu'ils avaient vu, pour justement que je puisse à la fois les enseigner là-dessus, mais également leur permettre de parler de leur ressenti, leur vécu, là où ça pouvait poser problème.
Ça me semblait quelque chose qui était important. Et donc, je dis, il y a un truc quand même qui pour moi est compliqué, c'est que de temps en temps, quand j'ai le patient en face de moi, j'ai l'impression de perdre un peu pied, c'est-à-dire il me dit des choses et puis c'est comme si finalement j'étais face à moi-même et que je pensais à des choses personnelles, voilà. Il me dit, t'es prêt pour faire de la psychiatrie et d'aller chercher un petit peu plus loin chez toi par rapport à ça. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais finalement, c'est vrai, il se passe quelque chose dans cette interaction qui est une interaction extrêmement positive, extrêmement source de recherche pour moi, et voilà. Et à partir de ce moment-là, je me suis un peu retourné sur les différents stages que j'avais faits. Je me suis rendu compte que plus de la moitié des stages que j'avais faits étaient en rapport avec la psychiatrie. Je ne sais pas quoi, mon stage de médecine interne, je l'avais fait au Vinatier, dans un service qui était... il y avait un service de médecine interne à l'hôpital psychiatrique spécifique. J'avais fait le service de ma neurologie, je l'avais fait dans une unité de l'hôpital neurologique où il y avait une petite unité qui faisait des sismothérapies, des IMAO. Aujourd'hui, les IMAO, on ne les utilise plus, mais à l'époque, c'était des thérapies extrêmement encadrées. Et voilà. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là, et c'est là finalement que je parlais d'engagement dans les armées. C'est vrai que je me suis engagé finalement à travers à la fois cette perception et ce que j'avais fait dans cette démarche, et démarche que bien sûr j'ai absolument jamais regretté. Je vous disais tout à l'heure aussi un autre ingrédient, c'est la rencontre d'un maître, c'est la rencontre d'un homme qui m'a appris beaucoup de choses, mais aussi qui m'a appris surtout une façon d'être, et une façon d'être vis-à-vis des patients. Et donc cette question finalement de l'intérêt pour les patients, la rencontre de l'autre, pas avoir peur de l'effet de résonance que cela peut avoir sur soi, la rencontre d'un maître, je pense que c'est tout un ensemble comme ça d'ingrédients, coordonnées finalement de mon orientation et qui m'a donné un vrai goût pour la psychiatrie et envie d'en faire, dans cette dimension de la médecine, j'allais dire, qui s'intéresse à l'humain dans ce qu'il a de plus profond, me semble-t-il. En tout cas, c'est quelque chose voilà. Alors, être psychiatre dans les armées, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance aussi, parce que je suis arrivé à une période particulière, c'est-à-dire une période où il y a eu un changement assez fondamental dans l'image que les psychiatres militaires avaient. C'est-à-dire qu'on était dans une période de la conscription. Et la conscription, c'était le service militaire. Le service militaire, il y avait quand même beaucoup de jeunes Français qui étaient en difficulté par rapport à cette question-là. Effectivement, les psychiatres étaient ceux qui réformaient. Et c'était un lieu de conflit majeur avec le commandement qui considérait qu'on se faisait avoir absolument et que... et voilà. Et donc l'image, c'était une image de tension avec des psychiatres qui étaient dans leur bureau, là où le commandement considérait vraiment qu'on ne voulait rien savoir de la réalité de la vie militaire. Voilà. Le deuxième aspect qui explique le changement, c'est justement les opérations externes. Les armées françaises, depuis la fin des guerres de décolonisation, avaient regagné leurs casernes. Et le moment clé, ça a été la guerre du Golfe en 1990, à partir de 90. Et cette guerre du Golfe, elle avait cette particularité, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, considérait que l'armée irakienne, c'était la deuxième armée du monde, avec du chimique, avec du nucléaire, avec tout ce qu'il fallait pour créer des conditions d'horreur. Et donc, pour la première fois, l'armée française a envoyé des psychiatres sur le terrain avec les forces françaises qui avaient été envoyées là. Et cette expérience, même si l'armée irakienne ne s'est pas révélée à la hauteur de ce qu'on pouvait craindre,
et tant mieux. Il n'empêche que ça a été l'objet de d'un retour d'expérience extrêmement positif sur la nécessité de cet accompagnement, nécessité qui, quand on relit les éléments de ce qui a été écrit durant la guerre de 14 est une évidence, mais qui avait été un peu oublié depuis cette période-là. Donc c'est vrai que cette position des psychiatres, le fait d'être sur le terrain, d'être au contact des soldats, au contact du commandement, a changé beaucoup de choses dans cette perception. Et c'est vrai que certes, il y avait un environnement qui était un environnement favorable à entendre la question de la souffrance psychique. Il y a une évolution des mentalités vis-à-vis de la santé mentale également. Mais il y a quelque chose qui m'a semblé extrêmement important dans les psychiatres que j'ai rencontrés à ce moment-là, c'est la prise de parole. Leur prise de parole. C'est-à-dire de psychiatres qui étaient dans leur bureau et finalement dans un exercice, j'allais dire, figé sur la relation soignant-soigné, quelque chose qui finalement était assez confidentiel. Là, ils sont intervenus, ils étaient présents sur le terrain, et ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'ils ont pu prendre la parole, et Dieu sait qu'il y avait des obstacles à cette prise de parole. Là également, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais en 1983, il y a un immeuble au Liban qui a explosé, où il y avait un certain nombre de parachutistes, 58 parachutistes français qui ont été, 58, qui ont été tués. Et le chef de service de psychiatrie de l'hôpital militaire de Toulouse, il y avait un hôpital militaire à Toulouse qui était proche de ce qu'on appelle la brigade parachutiste, donc l'unité finalement qui était au Liban, a demandé, puisque on connaissait la pathologie psychotraumatique et la pertinence, j'allais dire, d'intervention précoce, voilà, et il a demandé finalement d'aller sur place pour aider les soldats rescapés, enfin voilà. Et ça a été refusé par les chefs du service de santé, c'est-à-dire même en interne, il y avait de l'opposition à certaines façons de faire. Et donc, il a fallu beaucoup de courage pour arriver à prendre position et à prendre la parole. Et ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment important. Les psychiatres militaires, alors, ils ont positionné leur parole sur un registre, c'est là où s'articule aussi avec la raison d'être aujourd'hui, finalement. La prise de parole, elle s'est faite dans le registre de l'éthique. Ça, je crois que c'est un point important. L'école du Val-de-Grâce, c'est notre petite académie militaire où on a un corps professoral enseignant, et on a chaque année, au début, ce qu'on appelle une leçon inaugurale. Et en 1995, mon maître, le professeur Briol, a choisi de faire sa leçon inaugurale sur l'éthique. Et c'est quelque chose qui pouvait avoir un côté presque subversif vis-à-vis du commandement, puisque dans cette leçon inaugurale sont invitées toutes les hautes autorités civiles et militaires, au-delà des étudiants qui débutent leur année d'enseignement. Mais voilà. Et donc c'est pas forcément évident. Et j'ai noté ce que disait le professeur Briol à ce moment-là. Il disait: s'il s'agit pour moi de faire sur ce thème particulier de l'éthique une leçon, il ne saurait être question d'en donner. Cette leçon non exhaustive sur un sujet aussi délicat et vaste sera avant tout un corpus réflexif que je souhaite faire partager en espérant transmettre quelque chose de l'urgente et impérative interrogation qu'elle y implique. Et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment marqué. Tout ça intervenait, comme je vous l'ai dit, avec les retours d'expérience, avec l'édition d'un ouvrage sur le travail psychiatrique en situation opérationnelle. Et je crois qu'il a introduit là, à travers cette volonté de positionner l'éthique, quelque chose qui a été
très profondément créateur de sens, et qui j'allais dire aujourd'hui, ne se discute plus, me semble-t-il. Il y a des personnes, il y a des situations, il y a différents éléments qui donnent du sens à la vie, à notre vie professionnelle. Je crois que je l'ai entendu, vous me corrigez si j'ai mal entendu, je crois que le sens, vraiment, c'est aussi quelque chose qui se construit. C'est quelque chose de fondamental, ça, et que cette prise de parole, ce positionnement éthique, j'allais dire, vis-à-vis de notre position d'humain, me semble avoir marqué quelque chose qui, justement, pouvoir avoir grandi dans cette phase où il se passait quelque chose dans ce registre-là, je pense que ça a nourri quelque chose d'important en moi. Alors, cette réflexion éthique, encore faut-il qu'elle se nourrisse. Et de quoi elle se nourrit alors, je viens près de vous. Vous venez près de moi? Oui. Ça va bientôt là. Comme ça. Bon. On va vous laisser encore un petit peu. Bon. Elle se nourrit justement auprès d'une population qui est la population militaire, qui est une population particulière, qui est une population qui est sélectionnée, qui est une population qui est mise à l'épreuve des limites de l'équilibre psychique de ses membres. Une population qui est exposée à un mode de fonctionnement particulier, à l'usage de la violence et de la mort. Et au-delà de ça, finalement, la question du prix du sang, et que c'est quelque chose qui est un point important dans l'engagement qu'on a à partir du moment où on décide d'exercer dans ce cadre-là. C'est un exercice qui est un exercice à la fois individuel, mais à la fois collectif. La capacité opérationnelle d'une armée, c'est la capacité de ses membres, mais c'est la capacité du fonctionnement collectif aussi. Et que cette articulation entre quelque chose qui est de l'ordre du commandement, c'est-à-dire de l'organisation, voilà, et de quelque chose d'individuel, où les médecins, je vais dire, et notamment les psychiatres, comme je vous l'ai dit là, se sont imposés dans un certain positionnement, c'est quelque chose qui a des incidences en termes de construction de sens. Alors c'est vrai que les situations de guerre sont des situations qui amènent à créer du sens, bien entendu. Et que si à créer du sens, à créer aussi tout un ensemble de questions, et qu'en principe, et que en opération, même si les principes d'une action médicale normale, avec la question du secret, de l'information, de l'accord du patient, enfin voilà, sont des pratiques qui existent, il faut quand même dire qu'il est bien évident que les conditions d'application de ces principes sont différentes, et que si on n'a pas, j'allais dire, une réflexion éthique par rapport à tout ça, le glissement peut être tout à fait rapide. Et donc les médecins militaires s'y préparent, et c'est vrai que ça représente l'exercice dans des situations d'exception, une rupture avec l'environnement technique habituel, et un état de rupture comme ça qui amène à une réflexion par rapport à ses propres engagements, et non finalement à une rumination de formulation revendicatrice qui serait adressée à un autre qui est supposé faire obstacle à son travail, c'est-à-dire c'est toute la création d'un espace de soins. Et bon, voilà, j'ai fait un parcours qui m'a amené sur des terrains d'opération. Les premières missions, c'était des missions de maintien de la paix. Et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que vous savez que quand on fait du maintien de la paix, on s'interpose entre deux belligérants, et bien évidemment
très rapidement, c'est la force qui est au milieu, qui est celle contre laquelle les deux belligérants se liguent pour se... Voilà. Donc tout ça avec beaucoup de questions également sur la légitimité du positionnement de la force, avec l'utilisation de l'action médicale gratuite, comme façon d'apaiser les choses, donc d'apporter dans les situations de guerre des conditions de soins possibles, mais avec quelque chose qui, du côté du commandement, est vu de façon utilitaire, là où le médecin ne peut pas et le psychiatre ne peut pas être dans cette position où il va tromper son interlocuteur dans cette recherche, par exemple, de renseignement, tout ça. Donc, tout un ensemble de situations qui sont des situations qui confrontent en permanence à cette question éthique de ce qu'on fait. La question éthique dans le domaine de l'enseignement, de l'entraînement militaire, la question éthique dans la question de la détermination de l'aptitude. Certes, il y a des textes, mais on est face à une réalité, un sujet qui est traumatisé. Stricto sensu, c'est quelqu'un qui devrait être inapte à repartir en mission, sauf que on sait très bien que le côté contenant de l'unité, du groupe, dans cette dimension-là, et que l'extraire du groupe, c'est à coup sûr faire flamber sa pathologie psychotraumatique. Donc on est dans tout un ensemble de questions comme ça, en termes d'entraînement, d'aptitude, des sollicitations de tout type. Je vais vite parce que je suis pris par le temps, mais voilà. Donc tout un ensemble de situations où il y a une tension éthique qui, à mon sens, donne sens justement à l'action médicale, et particulièrement dans le registre de la psychiatrie. Et peut-être que c'est ça qui a fait que c'est maintenu pour moi cet intérêt. Et l'aide à la réflexion éthique, qu'on ne peut pas ne pas avoir, contribue à permettre d'occuper sa place d'individu responsable. Et je crois, enfin ce que vous disiez tout à l'heure quand même, il faut qu'on se crée du sens et ce pourquoi comment dire, la façon d'être heureux dans ce qu'on fait. Je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Alors l'exercice médical en situation d'exception, effectivement, projette le praticien au point où se situe la question éthique et à la question de la solitude de son acte. Et la solitude de cet acte médical, elle est corrélative de la notion d'éthique, me semble-t-il. En milieu militaire, cette appartenance au groupe qui se marque dès les écoles de formation, un espèce d'état d'esprit qui s'établit avec un encadrement, avec les pairs, et une référence pratique à l'expérience, laisse une empreinte à laquelle chacun peut s'identifier. Et moi, je pense que dans l'association comme la nôtre, il est important que puisse exister justement, que puisse se créer ce sentiment d'appartenance, localement au niveau des établissements, mais au-delà au niveau du groupe, pour que nos valeurs puissent être réellement intégrées et s'incarner dans les pratiques avec nos patients. Donc, pour conclure, sur cette question, revenir finalement à notre question initiale, comment redonner du sens aux soins en psychiatrie. Le soin, et particulièrement en psychiatrie, pose, vous le voyez, de nombreuses questions qui confrontent le soignant à sa propre position de soignant, mais aussi à sa position d'humain. Et ces questions ne manquent pas de créer des cas de conscience, des dilemmes, qui exposent le soignant à un sentiment d'impossible, qui peuvent heurter quelque chose du registre de l'idéal dont vous nous parliez tout à l'heure. On peut alors se retrouver face au non-sens de certaines situations. Y a-t-il une recette pour éviter de se retrouver dans cette impasse? En tout cas, moi, je n'ai pas la recette, mais j'ai essayé de donner quelques ingrédients qui peuvent contribuer à donner du sens, à entretenir ce sens. J'en ai extrait certains qui ont été efficients pour moi.
qui m'ont été proposées, que j'ai souhaité saisir. Le délégué interministériel nous dit que la situation de la santé aujourd'hui est complexe et qu'il faut qu'on fasse avec cela. Alors je me positionne pas du tout comme un relais de la parole de l'État qui n'a pas toujours la cohérence qu'on serait en droit d'attendre pour lui trouver du sens. Mais il n'en demeure pas moins que je pense que notre association a de nombreux atouts dont on a besoin pour donner du sens à notre activité soignante. Cette association, c'est une histoire, c'est une chaîne humaine, c'est des valeurs, c'est des personnes engagées, c'est un cadre institutionnel qui offre cet espace de liberté et de création. Encore faut-il savoir saisir tout ça. Et je trouve bien évidemment que là aussi, c'est une position éthique finalement, que d'être dans cette posture de recherche et d'implication. Alors je vous donne juste une phrase qui est très étonnante. C'est la phrase, je vous disais tout à l'heure que les jeunes psychiatres s'interrogeaient justement sur la question du pourquoi il y avait un désamour pour ce choix de la psychiatrie. Et une des responsables de ces associations de jeunes psychiatres, en l'occurrence c'est la présidente, et qui écrit la chose suivante: être psychiatre suppose un engagement total pour l'exercice afin de conduire des changements, de participer à l'amélioration des pratiques au service des personnes vivant avec des troubles psychiques, ainsi que leurs proches. C'est un point important. Je trouve que c'est important et c'est intéressant que les jeunes psychiatres reconnaissent cette question que moi qui m'apparaît évidente, c'est-à-dire que pour trouver du sens, encore faut-il s'engager. S'il n'y a pas un engagement, s'il n'y a pas une position subjective qui va dans cette direction-là, il est extrêmement compliqué d'espérer trouver du plaisir dans son exercice professionnel. Voilà. Je suis désolé d'avoir été si long. Vous nous parlez d'un travail qui respecte des valeurs, qui respecte une cohérence éthique, un travail qui était passionnant pour vous, qui vous a donné du sens parce que c'était l'aventure dans l'apprentissage. Vous avez parlé de votre apprentissage, dans votre métier, dans ces missions de l'armée, cette aventure collective, ces missions aussi service public. Je trouve que c'est très intéressant. La rencontre de vos maîtres, la rencontre avec vos patients. Voilà, donc tout ça fait sens et je vous remercie. Alors je vais vous passer la parole si vous avez des questions. Moi je me demande quelque chose. Quand vous partez comme ça, que vous avez la responsabilité, que vous êtes garant de la bonne santé mentale de tous les militaires qui accompagnent une mission, et c'est vrai comme vous dites, ces militaires qui sont exposés à l'usage de la violence, à la mort, au sang, etc. Et je me demandais, bon, vous allez dire c'est peut-être un petit détail, mais est-ce que vous connaissez tous les antécédents psychiatriques de toutes ces personnes qui vous accompagnent? Est-ce que vous savez si certains ont déjà présenté des décompensations avec des... Est-ce que je peux vous poser ce genre de questions? Oui, non, tout à fait. Tout à fait. Alors, bien évidemment que non. Alors, deux choses. Premièrement, les gens qui partent, c'est des gens normalement qui ont été sélectionnés. Donc, il y a déjà quelque chose de cet ordre-là. Deuxièmement, c'est des gens qui sont accompagnés par ce qu'on appelle la médecine d'unité. C'est-à-dire que la doctrine française, c'est d'avoir des médecins jusqu'à l'avant, avec les forces combattantes, d'une certaine façon. Donc il y a des équipes médicales, qui sont des équipes avec des médecins généralistes, des omnipraticiens, et puis des personnels paramédicaux, enfin bref, tout un dispositif comme ça. Donc cette intervention, enfin, j'allais dire, c'est eux qui sont en première ligne par rapport. Et quand on intervient comme psychiatre,
je veux dire, on intervient peut-être moins, sauf dans certaines situations exceptionnelles de débriefing, etc., mais comme directement avec les patients que comme avec les équipes, parce que les équipes médicales sont prises dans l'émotionnel des situations de combat, sont aussi dans des situations de stress, dans des situations en situation opérationnelle, on ne fonctionne pas comme on fonctionne habituellement. Hein. Le stress, enfin, vous le savez, je veux dire, c'est à la fois un mode de fonctionnement physiologique différent et un mode de fonctionnement psychologique différent. Donc, il y a des équipes médicales qui sont chargées d'accompagner ça. Et ces équipes médicales, elles sont dans la même posture. Donc, il faut que les intervenants psychiatriques soient dans une position d'extimité. C'est-à-dire à la fois soit membres des armées, parce que autrement les armées sont très... Hein, une unité de combat, pour la pénétrer, c'est extrêmement compliqué, d'une certaine façon, pour avoir accès à l'intimité de ses membres. Hein. Mais à la fois, il faut avoir la possibilité du regard extérieur, autrement on est en grande difficulté finalement. Donc c'est à partir de ce moment-là où on a ces caractéristiques-là que premièrement les médecins présents sur place sont en mesure de nous donner certaines indications, et qui sont souvent des indications non pas bien entendu, il souffre de telle pathologie psychiatrique, mais on remarque chez cet individu depuis un certain temps un certain nombre de comportements comme ça qui, dans cette situation particulière, va nécessiter, voilà. Ou également le fonctionnement collectif d'une unité. On a des unités qui, dans certaines situations, s'isolent complètement et dont il est nécessaire de les réarrimer à l'ensemble. Donc c'est toutes ces questions-là, voilà, donc émergent à ce moment-là des pathologies psychiatriques, de vraiment tout le champ de la pathologie psychiatrique, ça c'est sûr, avec toute la question, là aussi, de savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça. C'est-à-dire que la question, est-ce qu'on rapatrie tout ça en groupe? Est-ce que c'est beaucoup plus difficile que ça? Mais c'est pour ça qu'il y a des psychiatres, c'est pour avoir la possibilité d'aller au plus près de ce que vit le sujet, pour savoir si, je vais le dire comme ça, l'état dans lequel il est reste en adéquation avec son engagement initial qui est d'être militaire et qui est d'aller au combat. Parce que c'est pas la même chose d'avoir cette idée-là, et c'est pas la même chose d'être confronté à la réalité de la vie et de la mort sur les terrains d'opération. Donc c'est ce qu'on a développé dans la non-obligation de retour au combat, c'est-à-dire quelqu'un qui à un moment donné n'est plus en mesure d'assumer ça, même s'il a ses deux bras, ses deux jambes, etc., d'avoir la possibilité de... Voilà, c'est loin. Est-ce que vous avez des questions? Enfin. Ils ont faim? Non? Est-ce que...